Nous sommes avec la 6e génération de la Toyota RAV4. Toyota RAV4 qui, je le rappelle d'emblée, est la voiture la plus vendue au monde. Pourtant, ce best-seller, je crois que la France n'en voudra pas. On va voir tout ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, l'habitabilité, le coffre comme d'habitude. Et je vous emmènerai ensuite sur la route pour l'essai routier et vous dire ce qui se passe en termes d'agrément, de conduite et de consommation. Avant de commencer, je tiens à vous demander de liker pour le référencement de cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et bien entendu partagez-moi vos avis si vous avez déjà essayé ce RAV4 ou si vous en possédez déjà un, ce RAV4. Donc on est toujours sur un SUV familial hybride, auto-rechargeable ou PHEV. Aujourd'hui on a la version auto-rechargeable qui va être à cheval entre le segment C et D puisqu'il dépasse les 4,60 m. Les dimensions ne changent quasiment pas par rapport à la 5e génération dont j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller les regarder si vous n'avez pas encore vu celle-ci. Et qu'on se le dise tout de suite, on est plus sur un restylage, un énorme restylage qu'une nouvelle génération partie depuis zéro. De la part de Toyota, on est sur la même plateforme qui équipe maintenant quasiment tous les véhicules de la gamme de Toyota. Et les modifications sont mineures, en tout cas dans la structure même de la voiture. Si les composants internes sont quasiment similaires, à l'extérieur, on a une toute nouvelle présentation, beaucoup plus agressive. Aujourd'hui, on est en finition GR Sport, donc ne vous laissez pas tromper par cette présentation très agressive, très sportive, car la voiture ne l'est absolument pas. Cette finition qui s'échange à presque 55 000 € d'ailleurs. Mais on a un RAV4 qui est beaucoup plus agressif, même en finition non GR Sport. Même si ce SUV a des dimensions quasiment similaires à la 5e génération, on a quelque chose qui fait beaucoup plus massif visuellement. Un petit peu comme le Toyota Land Cruiser de nouvelle génération, à laquelle ce RAV4 emprunte beaucoup de gimmicks visuels. Par contre, la partie arrière du véhicule, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça fait son effet. Les têtes se sont vraiment retournées durant mon essai, mais je pense que c'est beaucoup plus dû à la couleur et à la finition GR Sport qu'autre chose. À l'intérieur, par contre, c'est une autre histoire, parce qu'à l'intérieur de cette Toyota RAV4, c'est Plastic Land. C'est bien assemblé, mais c'est pas forcément ultra bien fini. C'est pas agréable à regarder ni à toucher. On est sur une voiture qui se veut être baroudeuse, donc aucun signe de raffinement à l'intérieur, si ce n'est peut-être cette petite planche avec du faux cuir. Mais sinon, c'est du plastique quasiment partout. Le problème, c'est que la 5e génération faisait peut-être un petit peu mieux en termes de présentation. En tout cas, c'est mon avis. Allez en concession, faites-vous votre propre avis parce que les goûts et les couleurs sont dans la nature et je n'ai pas autorité en la matière. Par contre, en termes de technologie embarquée, oui, ça a été modernisé avec cette nouvelle tablette qu'on a maintenant dans la plupart des Toyota, avec ce nouveau système d'exploitation qui est, oui, en effet, modernisé, mais qui paraît déjà un tout petit peu désuet. C'est fluide, c'est réactif, mais il y a assez peu de fonctionnalités. De toute façon, le plus important, c'est la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Elle est présente pour aller désactiver les aides à la conduite, notamment l'alerte de survitesse. Un petit clic juste en haut, là, et vous n'avez plus rien. Par contre, voilà, il faudra vous occuper de cette caméra qui est extrêmement sensible. On y reviendra sur la route. En face de moi, combiner l'instrumentation, lui aussi numérique, modernisée avec de beaux graphismes, même si encore une fois, ça fait un petit peu désuet. Au niveau des sièges, comme vous le voyez, on est plutôt bien installé. La position de conduite a été légèrement rabaissée par rapport à l'ancienne génération, même si là je suis au réglage le plus bas possible, je ne peux pas monter. Si je monte, ça commence à devenir un poil compliqué, même si j'ai une bonne garde au toit. Pas de toit panoramique, on n'aura qu'un toit ouvrant sur cette finition GR Sport. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le toit panoramique est réservé à la finition lounge ou graphique. Mais on a des sièges dans cette finition GR Sport avec un maintien latéral supplémentaire qui ne servira à rien sur la route puisque la voiture n'a pas de vocation dynamique du tout. À l'arrière, comme d'habitude sur le RAV4, on a de la place, énormément de place, une bonne garde au toit, bonne place au genou, vous avez vu avec ma position de conduite que je vous montre là à l'écran. Et les fixations ISOFIX sont facilement utilisables sur ce véhicule. Et sous le moteur, on retrouve une mécanique que l'on connaît déjà depuis des années, le 2,5 litres à cycle Atkinson accouplé à un moteur électrique plus puissant cette fois, qui est passé à 136 chevaux au lieu de 116 auparavant. L'ensemble sera moins puissant que l'ancienne génération, mais plus coupleux. Donc oui, on est à 185 chevaux en version 2 roues motrices, un peu plus en version 4 roues motrices. C'est beaucoup moins élevé que les 218 et 223 chevaux de l'ancienne génération. Mais sur la route, les performances sont meilleures. Et de toute façon, pour que vous puissiez comprendre, je vous emmène sur la route tout de suite, sans plus attendre. Allez. Bienvenue à bord de ce nouveau Toyota RAV4 de 6e génération. C'est ça qui est sympathique avec ce RAV4, c'est qu'il y a assez peu de nouveautés et d'évolution, mais ce tout petit sel, ce petit grain d'évolution fait toute la différence par rapport à l'ancienne génération, par rapport à la 5e génération. Déjà,
la douceur de fonctionnement, elle est préservée. Mais je vais mettre une petite nuance sur ce constat-là. Parce que je vous dis souvent que les hybrides façon chinoise, que j'ai découvertes cette année, donnent l'impression de conduire des voitures tout à fait électriques, avec l'aide d'un moteur qui va servir de générateur qui généralement n'est pas accouplé aux roues. Ici, on revient sur quelque chose qui est généralement, à l'inverse, accouplé aux roues. Ça n'en fait pas une voiture moins agréable à conduire qu'une hybride de Nissan, de Honda, BYD, Jayco, Moda, ou tous les consorts, hein, toutes les voitures qui fonctionnent avec des hybrides un peu parallèles, clairement pas. Mais c'est différent. Alors là, oui, certes, on entend beaucoup le moteur, on a moins de séquences de roulage en tout électrique, mais le moteur électrique qui aide au démarrage, qui aide aussi aux accélérations, a plus de pêche. C'est pour ça que je vous disais que oui, en puissance combinée, on en a moins, mais en termes de performance ressentie, on en a plus parce qu'il y a plus de couple. Le moteur électrique est passé à 136 chevaux et ça se voit sur les accélérations. Maintenant, lorsqu'on va appuyer un peu plus fort, voilà, on a toujours un petit peu cet effet patinage dans la semoule, moulinette, propre aux hybrides de Toyota. Hein. Ça me manquait pas particulièrement, je dois l'avouer. Ça fait un petit bout de temps que j'ai passé une Toyota sur la chaîne. Mais par rapport au RAV4 de 5e génération, c'est quand même un petit peu mieux. La boîte continue de faire des progrès. Toyota a largement rentabilisé cette technologie depuis très longtemps de toute façon. Et c'est toujours très agréable à conduire, très doux, très filé, très coulé. C'est d'autant plus agréable lorsqu'on est doux avec la machine. Et concernant la direction, c'est pas très différent de l'ancienne RAV4. Oui, on est sur la même base. Donc on a quelque chose de très léger. On a surtout quelque chose aussi en termes de suspension de très souple, mais moins souple que la précédente génération. On est moins typé à l'américaine, mais le châssis n'est pas dynamique pour un sou. Au contraire même. Et je crois que ce constat, il n'est pas forcément aidé par les pneus Toyo Tire que j'ai là sur cette finition GR Sport. Et c'est d'autant moins rassurant lorsque vous êtes sur sol mouillé, où clairement vous perdez l'adhérence très très rapidement si vous arrivez un petit peu trop vite dans les épingles ou dans les ronds-points. Ce véhicule, c'est plutôt confortable. Les passagers à l'arrière aussi seront bien installés. J'ai pas eu de plainte à ce niveau-là lorsque j'ai pris des gens avec moi. Bref, la formule est juste améliorée, mais vraiment bien améliorée du Toyota pur jus, quoi. On s'y connaît. Et pas de surprise pour ceux qui viennent de la marque en passant sur ce RAV4. Par contre, un point qui a légèrement évolué, et là on le voit ici, c'est le freinage. Alors j'ai eu cette sensation, je ne sais pas si c'est parce que j'ai testé beaucoup de voitures électriques ces temps-ci, mais que le freinage était légèrement moins mordant. Attention, ça ne fait pas un freinage dangereux, au contraire. Et j'ai du mal à m'expliquer pourquoi on a ce freinage qui est légèrement moins puissant. Mais ça reste très facile à doser. La différence entre le freinage régénératif et celui des plaquettes est toujours aussi simple à trouver. Et il est possible sur votre longue session d'éco-conduite de freiner sans utiliser une seule fois la plaquette. C'est possible. Je ne le fais pas actuellement, mais c'est largement possible. J'ai laissé cette séquence au montage exprès et vous avez vu que oui, le moteur thermique qui reprend, alors que j'appuie pas forcément ultra fort sur la pédale, mais ce moteur thermique qui reprend quasiment tout le temps, c'est pas que c'est épuisant, mais cette voiture, si ça avait été en 2021, ça ne nous aurait pas dérangé. Mais aujourd'hui, avec toutes les solutions en hybride, au-delà de ce qu'on a chez Renault, chez Hyundai, chez Honda, avec des feelings de conduite bien plus agréables, je dois quand même le dire, notamment chez Honda, je pense au CR-V, qui fait plus ou moins la taille de ce RAV4, et qui est autrement plus agréable à conduire. Après, c'est pas le même prix, ça je peux le concéder aussi. Mais ouais, à force de se reposer sur ses acquis, on dirait que Toyota est en train de perdre quelque chose. Même si je pense que les fans de la marque, eux, ne seront pas du tout dérangés par cette forme de surplace que fait la marque japonaise. Mais ça sera à vous de décider en concession et aux achats. Par contre, l'un des points où la voiture me déçoit assez fortement, c'est sur son insonorisation. Alors oui, le bruit du moteur thermique est plutôt contenu dans l'habitacle, ça il faut le dire. Par contre, au niveau de la résistance au vent, c'est vraiment pas ça. J'ai malheureusement pas d'autoroute à 130 km/h pour vous faire la démonstration, mais je suis parti sur un petit trip de 40 km sur une autoroute et c'était pas forcément ça au niveau de l'insonorisation. On a le rétroviseur qui capte beaucoup de bruit, on a le menton A aussi qui en capte énormément, et donc que ce soit à 130 ou même à 110, on a beaucoup de bruit d'air. Et à partir de 46 000 €, c'est un petit peu moins acceptable. Surtout que moi à l'avant, en tout cas à l'avant, j'ai pas de double vitrage. Là on est sur du simple vitrage, une Jayco 5 qui est 2 segments en dessous, on peut le dire, propose du double vitrage à l'avant. Là c'est pas le cas.
Il faudrait que Toyota arrête de soigner ses habitacles et la sonorisation des véhicules uniquement sur les Lexus ou sur les Crown au Japon par exemple. Alors oui, c'est un véhicule qui est mondial et nous les Français, on a tendance à avoir des goûts un peu plus relevés que le reste. Aux États-Unis, les Américains sont des gens un peu plus pragmatiques que nous, ça leur pose visiblement moins de problèmes. Ok, mais ça m'empêche pas de le noter. Et maintenant, on va parler consommation. C'est le grand chapitre de cette vidéo, le consommation. Est-ce que cette Toyota RAV4 améliore le constat au niveau de la consommation? Bien, sur mon essai, je ne vais pas faire trop de suspense, j'ai consommé en moyenne sur l'ensemble des kilomètres que j'ai parcourus 5,3 litres au 100. La voiture en WLTP, surtout sur cette version 4 roues motrices, parce que là on est sur une version 4 roues motrices du véhicule, elle est annoncée à 5,7. C'est donc une bonne performance, oui, c'est très bien. La voiture en ville consommera toujours en dessous de 5 litres au 100 si vous vous débrouillez bien. J'ai réussi à faire une session d'éco-conduite en tombant à 4 litres au 100. Ça, c'était excellent. C'est ce que je faisais aussi avec la précédente RAV4. Sur route, vous allez remonter entre 4,5 litres et 5 litres. Et après, sur voie rapide à 110, par exemple, là, j'ai fait les mesures. On était plus autour des 6 litres au 100 et vous serez autour des 7 litres au 100 à 130. Si vous auriez voulu voir un voyage consommation avec ce Toyota RAV4, dites-le moi, on pourra peut-être s'en occuper plus tard. On est sur un véhicule qui consomme quand même très bien par rapport aux prestations, par rapport au poids. Je dirais moins par rapport à la puissance, parce que la puissance maximale, elle est dure à aller exploiter, à aller chercher, elle n'est pas très agréable. Et c'est là que le bas va légèrement blesser par rapport à une hybride de chez Honda. Je ne vais pas forcément citer les Chinoises, parce que les Chinoises ne font pas mieux que cette Toyota en termes de consommation. Moi, je suis particulièrement réservé sur la consommation des hybrides chinoises, parce qu'ils vont compenser avec un gros réservoir. Ici, sur la RAV4, on n'a pas forcément un gros réservoir, mais c'est pas grave, parce que la voiture consomme pas beaucoup. Et pareil pour l'équipement, il est complet. Vous pouvez avoir tout ce que vous attendez d'une voiture de 2026. Les aides à la conduite, par contre, pour les désactiver, c'est un poil complexe. Il va falloir au démarrage aller constamment dans le menu notification, désactiver l'assistance au panneau de signalisation et désactiver l'assistance à la surveillance du conducteur. Désactivez-la absolument, parce qu'en fait, cette surveillance de base, elle est réglée sur élevé. Si vous déviez les yeux ne serait-ce que 3 secondes, la voiture va sonner pour vous le dire. C'est insupportable. Je crois que mécanique sportive, Nicolas, il avait littéralement pété un câble sur les aides à la conduite d'une voiture qu'il avait testé pendant les séances de la MAM, et il me semble que c'était une Toyota. Oui, les aides à la conduite chez Toyota sont très mal calibrées en termes d'alerte. Ils doivent corriger ça. Mais sinon, on a de la conduite semi-autonome de niveau 2 avec maintien et centrage dans la voie. On peut même avoir l'assistance de changement dans la voie à partir de 110 km/h, il me semble. Et selon votre niveau de finition, la caméra 360 degrés pour les stationnements. Le petit gimmick, c'est que si vous voulez avoir l'assistance qui vous permet de vérifier vos pneus, vos flancs, il va falloir replier vos rétroviseurs en manœuvre. Ça va être super important à faire, parce que sinon, vous n'aurez pas cette vue-là. La caméra est sur le rétro et donc elle tourne avec. Mais avant de conclure, mon sentiment général et global, et je vous le dis de manière très simple et très sincère, c'est que pour quelqu'un qui veut absolument pas d'une voiture électrique, c'est toujours, je pense, le meilleur SUV C ou D du marché. Quoique un peu cher désormais. C'est-à-dire que si vous voulez absolument rouler en neuf ou faire une LOA et que vous trouvez les loyers intéressants, allez-y éventuellement. Pour quelqu'un qui veut faire des économies et qui est prêt à partir sur l'électrique, par exemple, je ne pense pas que ce véhicule ait encore de l'intérêt aujourd'hui. Surtout avec la fiscalité française qui la massacre, malus au poids, malus au CO2. Mais on a des options qui vont coûter 10 000 à 15 000 euros moins cher. Ah oui, il faut parler de la Tesla Model Y, forcément. Et vous aurez des prestations plus ou moins similaires et un coût d'usage qui sera divisé au moins par 4. Surtout que vous gagnez sur le billet d'entrée. 31 000 euros pour une Tesla Model Y, je suis désolé, il n'y a rien de mieux dans le monde entier. Donc, on se retrouve dans un instant pour la conclusion de cet essai. Alors, que penser de ce nouveau RAV4 de 6e génération? Je dirais qu'entre la première fois que j'ai pu en essayer un et aujourd'hui, l'automobile, notamment en France, a bien changé. Et je ne suis pas certain, même si ce véhicule est un best-seller mondial et le restera, qu'avec nos règles fiscales complètement décourageantes, cette voiture puisse se faire de nouveau un trou en France. Et oui, parce qu'avec un malus au poids couplé à un malus CO2, certes pas très élevé, ça va en décourager plus qu'un. Surtout le prix qui a, lui, augmenté de 1 500 euros, parce qu'on est à partir de 45 000 euros désormais, ça pique. Si je devais aller au bout du vice, je vous dirais d'aller vous porter vers des occasions récentes, 2023-2024, d'une RAV4 de 5e génération. Vous n'allez pas forcément perdre au change,
même si cette voiture, elle peut donner comme argument sa fiabilité qui sera toujours au top, une douceur d'utilisation qui reste inégalée, une consommation qui est parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure parmi les SUV hybrides, surtout de cette taille. Je vous laisse avec les liens vers les anciennes vidéos des RAV4 que j'ai pu faire il y a quelques années. Soyez bénis, à tout de suite. Peace.